Alaikum à toutes et à tous, Zayn Aoudin, assalamu alaikum, comment vas-tu? Assalamu alaikum Koumel, ça va très bien et toi? Écoute, alhamdulillah, comme d'habitude, je suis très honoré aujourd'hui d'avoir un invité surprise, quelqu'un qui parle le rifin. Alors, je te laisse imaginer comment il s'appelle. Bah moi je le sais, Ah, toi tu le sais. je le sais. Ah ouais. Sina, assalamu alaikum, même je te dis. مليح ايوا Alhamdulillah. 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 Écoute, Sina, déjà avant tout, merci d'être venu. Avec grand plaisir, merci à vous de m'avoir invité sur le plateau. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors Sina, on commence toujours nos interviews avec quelques citations ou quelques phrases que tu dois commenter. Je vais laisser Zayn Abdel commencer parce que je crois qu'il a fait un petit travail intéressant à ce sujet. Ah ouais, le travail sera un petit peu compliqué. Je vais commencer par une petite énigme en fait. Je suis un trouble musculaire courant chez les coureurs qui peut être traité en kinésithérapie. Quel est mon nom? Alors, trouble musculaire chez les sportifs, traité en kiné. Moi, je parlerai de tendinite. Après, encore une fois, ça dépend vraiment du sport, si on le prend de manière plus spécifique. Mais les tendinites, ouais, les surcharges, comment dire, ouais, tout ce qui est syndrome de surcharge, surentraînement, D'accord. tendinite, on va dire. D'accord. C'est simple. Alors, je sais pas. Écoute, on fera en sorte de chercher plus tard la réponse. Ça pourrait être ça. Hein. On laissera aussi les gens qui nous regardent nous donner des réponses. Voilà, exactement. Alors moi, j'ai envie de te poser la question suivante. Comment est-ce qu'on dit tu as beaucoup mal en riff? Tu as beaucoup mal en riff. Ouais. Beaucoup mal en riff. Ouais. XM à Tess. Ah, pas mal, hein. Alors, je sais Pas pas mal. si j'ai l'intonation, mais en tout cas, je pense que les mots, ils sont. C'est exactement ça, ouais. Après avoir on va dire, consulté beaucoup de riffs et avoir beaucoup discuté, beaucoup interrogé, je pense que je me rapproche. Je sais pas si Non, ça- c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et alors, pour te féliciter, on a ceci. Encore une autre question. Les riffs parlent pas trop fort comme ça. Ils parlent pas de manière agressive. Au risque de me faire un petit peu. Ouais. Effectivement, c'est vrai que on parle relativement fort. Ouais, C'est culturel, ça. Même chez nous, il y a des. on le fait pas exprès. Hein. On n'est pas méchants. Après, je pense qu'il y a peut-être une explication à ça, c'est le fait que très souvent, chez nous, en tout cas dans le Rif, on a de grandes familles. Donc pour pouvoir se faire entendre, il faut parfois gueuler. Tu vois, c'est pas parler fort, c'est gueuler vraiment. La nécessité oblige. Ouais. Et alors, pour moi, ma dernière phrase, c'est Sina est-il le meilleur kiné qui existe sur Bruxelles? Alors, on en est encore très loin, mais. You gauche, comme on dit. Mais non, je dirais vraiment, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis au début de ma carrière. Moi, je ne pratique que depuis 2 ans. Et j'ai été diplômé en 2021, Erasme. Je suis spécialisé dans le musculo-squelettique, donc tout ce qui est troubles d'orthopédie, etc. J'ai fait pas mal de stages en hôpital, j'ai fait pas mal de stages en cabinet aussi, mais je suis vraiment loin d'être parmi les top, top 10 des kinés, même les top 100, même les top 1000, parce que bon, voilà, on a déjà beaucoup de kinés à Bruxelles, et j'ai encore une longue carrière, Inch'Allah, devant moi. Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. Qu'on te souhaite un succès. Hein. Ouais. Et alors, écoute, Sina, pour directement nous plonger dans ton parcours personnel, si ça te dérange pas, bien évidemment. Alors, Sina, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? On le sait très bien maintenant, mais... Oui, kinésithérapeute de formation. J'ai fait mes études donc à la haute école, à Erasme. J'ai fait pas mal de formations en annexe pour pouvoir développer ma pratique. Tout ce qui concerne le musculo-squelettique, comme les techniques de crochetage avec des instruments, des techniques de contention avec des tapes, tout ça pour les sportifs plutôt. Et récemment, là maintenant, je suis lancé en thérapie manuelle, donc tout ce qui est manipulation orthopédique, les cracks comme on dit dans le jargon. Et donc voilà, là je suis en fin d'année, en fin de 2e année, Inch'Allah, le diplôme. Inch'Allah, c'est chouette, ouais. On espère. Inch'Allah. Et puis voilà, on aura un petit diplôme en plus pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des patients. Et est-ce que, comme chez les médecins, vous aussi, vous avez un numéro INAMI? Oui, bien sûr. On a un numéro INAMI dès notre mise de diplôme en fin d'année.
en fin de carrière. Et donc, on peut attester des soins et voilà, attester des codes pour dire voilà, on a fait tel acte, tel. Mais peut-être moins développé que chez les médecins ou chez les dentistes qui ont, eux, la possibilité d'avoir plus d'actes et, dans leur pratique. Nous, on a que quelques codes, en fait, qu'on peut appliquer au fur et à mesure. On a plusieurs séances. Donc, en fonction des séances, on a des codes différents. C'est un peu galère pour nous. Alhamdoulilah, heureusement, on a des logiciels qui nous permettent de nous en sortir parce que sinon. Ouais. Il parle le riffin, ce logiciel pas encore. Le français et le néerlandais, c'est déjà quelque chose. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais pourquoi pas, à l'avenir. Si on peut, comment dire, élargir un petit peu le logiciel à d'autres pays, comme le Maroc. Ce serait pas mal. Hein. Mais je crois que là-bas, déjà, il faudrait élargir les soins de santé. Tu vois. Ah ouais, là. Non, sinon, on est, comment dire, si vous mettez par exemple les médecins, les dentistes et tout ça dans un groupe, nous on est un petit peu autour dans le paramédical à prendre le relais en cas de. Ça tombe bien. Mais maintenant, si toi tu pouvais donner une définition de la kinésithérapie, qu'est-ce que la kinésithérapie et qu'est-ce qu'un kinésithérapeute? Alors la kinésithérapie, si on divise le mot, donc kinésithérapie, on prend thérapie, soin, et tout le reste c'est le mouvement, donc c'est soigné par le mouvement. Et donc le rôle d'un kiné, en fait, dans un cabinet ou même dans sa pratique en général, c'est de réparer, comment dire, de soulager le patient par le mouvement, donc en le ramenant à ses activités d'origine, qu'il faisait avant. Si par exemple un traumatisme, un accident, même d'autres pathologies, en dehors du musculo-squelettique, voilà, tout ce qui est respiratoire, neurologique, des atteintes nerveuses, même que ce soit pour les enfants, que ce soit les adultes ou même les personnes âgées. On a un petit peu tous les domaines qui sont, toutes les tranches d'âge aussi, en plus des domaines. Et on va essayer en fait de répondre au mieux à leurs besoins et de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent Inch'Allah récupérer et avoir une vie normale. Alors, comment t'es venue l'idée d'entamer des études en kinésithérapie? Est-ce que ça a été un rêve d'enfant? Est-ce que c'est après avoir découvert ce métier via des gens ou parce que tu fais partie d'un cercle où il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine médical, etc. Mais voilà. Donc en fait, il y a un peu tout ensemble. Donc moi, à la base, je voulais faire des études. J'avais d'autres projets. Je voulais faire d'abord de la pharmacie. Mais après m'être renseigné et avoir vu un petit peu le domaine, ça m'a moins plu en termes de pratique. Je me suis donc orienté. Un peu trop de chimie, un peu trop de chimie organique. Voilà, ça va trop dans le délire de Breaking Bad. Ouais. Ça, je me dis, non, ça va pas trop être mon truc. J'aime bien la référence. Non, tout de suite. Mais non, plus sérieusement, non, c'est plus. Voilà, donc, nous, dans notre famille, on est tous orientés dans le médical. Et on t'entend souvent la médecine, la dentisterie. Moi, je voulais un petit peu m'éloigner de ça parce que je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce qui me correspondait. Je voulais aller dans le médical, mais plus explorer d'autres domaines, d'autres branches. Donc, je me suis renseigné sur la kiné et j'ai interrogé pas mal de connaissances que j'avais qui sont dans le métier, qui étaient soit étudiants, soit déjà praticiens. Et ils ont pu déjà beaucoup me donner de conseils, beaucoup me guider. Ils m'ont dit, ils m'ont expliqué un petit peu, ils m'ont même proposé de venir sur place voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc moi j'étais bien surpris. Et finalement je me suis dit autant me renseigner, voir est-ce que ça vaut le coup, est-ce que sur combien d'années, etc. J'ai posé toutes mes questions et finalement je me suis orienté vers l'université ou la haute école. Finalement la haute école. Et on a entamé les études. Alors ça tombe bien, tu en parles. Tu parles d'université ou haute école. Je sais très bien que cette option elle est donnée dans les deux sections, dans les deux types d'enseignement. Quelle est la différence en fait? Est-ce que finalement on sort avec le même diplôme ou Alors techniquement sur le plan, si on parle de diplôme, on a le même diplôme, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas. La seule chose qui va changer, bien sûr, c'est l'établissement qui va fournir le diplôme. On va voir que ça sort d'une haute école ou d'une université. Par contre, ce que je sais actuellement, c'est que pour faire un master complémentaire dans un domaine comme la kinésithérapie du sport, dans un domaine où c'est un peu plus spécifique, il faut, pour pouvoir poursuivre, un master délivré par une université
Du coup, nous qui sommes en haute école, je pense qu'on est un petit peu pénalisé, un peu moins avantagé, mais après, je peux peut-être me tromper. Je pense que vous devez passer une année passerelle pour pouvoir entamer un master. Bon, après, on nous en a parlé, et bon, chez nous, à chaque fois, d'une année à l'autre, on nous a dit tous dans nos études que la kiné allait passer à 5 ans, ça n'est jamais arrivé. Donc, Ah ouais, moi j'avais entendu que ça allait passer. Ouais, c'était ça, ouais, c'était 5 ans, ouais, et c'est toujours pas le cas. Finalement, oui, c'est toujours resté au même stade, donc ce qu'il en est maintenant, ça change au fur et à mesure. Et tu parles de kinésithérapie. Moi, j'ai des potes à moi qui ont commencé des études de kinésithérapie. Ah, chouette. Et malheureusement, ils n'ont pas fini. Ah, ouais, ils sont devenus ergothérapeutes. Oui. Alors, c'est quoi la différence entre un kiné, un ergothérapeute et un ostéopathe, pour te rendre la tâche compliquée? Génial. donc l'ostéopathie, c'est un domaine qui aussi va traiter le musculo-squelettique, mais va être un peu, comment dire, plus axé sur un traitement qui va être sur table. Il va moins être comme nous dans les exercices. Il va être beaucoup plus dans un traitement. Par exemple, je pense que c'est des séances plus longues déjà. Et il va vraiment travailler les articulations, le dos. Il va travailler vraiment des manipulations. Il va essayer de... Et les séances ne sont pas comme nous, par exemple, sur 2 fois par semaine, etc. Ce sont des séances qui sont plus espacées, qui sont un peu plus sur le long terme, etc. Et moins remboursé aussi. Ah, oui, c'est vrai que ça, on le sent. Mais c'est vrai que c'est moins remboursé. Et que par exemple, l'ergothérapeute, lui, c'est marrant parce que moi, j'en connais, mais je me suis moins renseigné, donc je ne saurais pas vous être aussi précis là-dessus. Mais ils vont aussi travailler en complément des kinés et des autres disciplines pour vraiment apporter, pour faciliter la vie du patient, que ce soit dans sa maison, lui fournir dans les gestes du quotidien. Du quotidien, ou même ses activités, quelque chose de plus ergonomique, qui va beaucoup plus le soulager si jamais ça le dérange, et pour venir lui apporter du bien dans son quotidien. Alors selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon kiné? Les qualités parce qu'il y en a beaucoup, hein. Ouais. Et une fois diplômé, bien évidemment. Ouais, une fois diplômé, hein. Pas pour entamer les études. Hein. Les études, bien sûr. Ça, on a compris, c'est fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toi. Tu vois. Donc, les qualités, moi, je dirais, déjà, ça va être de l'écoute. Le patient, quand il va arriver au cabinet, on a toute une partie d'abord d'anamnèse où on va récolter les informations importantes. Alors, anamnèse, pour les gens qui connaissent pas. Simplement l'historique du patient, l'histoire, son vécu, qu'est-ce qu'il a eu au niveau médical, qu'est-ce qu'il a comme antécédent, qu'est-ce qu'il a eu comme autre souci à part ce qu'il nous rapporte maintenant. Vraiment toute son histoire qui nous ramène et qui est assis par exemple à ta place, qui va me dire voilà ce qui m'est arrivé, j'ai eu ça avant, etc. Et donc il y a toute cette partie d'écoute qui est importante, ne pas trop vite couper le patient, essayer d'être attentif, essayer d'être, de pouvoir rebondir sur ce que dit le patient, d'être au final, avoir beaucoup d'empathie, parce que parfois les patients vont nous raconter des choses très difficiles. Les douleurs peuvent parfois occasionner des réactions différentes en fonction de chacun. Donc la relation à la douleur va être différente. Par exemple, Zainal Abidine va avoir un ressenti différent à la douleur par rapport à toi, comme il. Ouais, c'est sûr. Moi, je la sens plus vite. Voilà, vous allez raconter par exemple, une douleur, vous allez me la raconter différemment, donc moi je vais devoir me positionner différemment, changer mon discours. Par exemple, chez Zainal Abidine qui est peut-être plus, on va dire, plus costaud, je vais lui dire oh, mais non, ça se voit, hein. Bien sûr. Je vais devoir dire par exemple oui, non, il n'y a pas de souci avec ça, alors que chez toi, je vais devoir adopter des démarches un peu plus, je vais devoir être plus, étape par étape en fait. Je vais essayer d'être devoir écouter d'abord plus avant de devoir me prononcer sur le traitement, sur ce qu'on va faire ensemble. Parce qu'on plus de mesures en fait. Plus de mesures, ouais. Essayer de te rassurer d'abord surtout et chez lui par exemple peut-être moins parce que je vais me dire lui là, il a l'air d'être habitué. C'est un solide lui. Mets-toi sur la table, c'est parti, on démarre le traitement. Mais voilà, c'est surtout ça. Et d'autres qualités encore, c'est être un bon pédagogue parce qu'il faut les séances de kiné ça va être 50% au cabinet et 50% à la maison, donc il y a vraiment toute une partie active à la maison et toute une partie passive au cabinet, donc c'est moi qui vais surtout travailler
Mais donc, il faudra bien expliquer aux patients ce qu'il va devoir faire à la maison, des exercices, des conseils aussi qu'il faut fournir aux patients pour qu'ils soient le mieux guidés dans sa rééducation. Et voilà, donc. T'as oublié une qualité? La gentillesse? Non. De quoi? Parler la langue du patient. Ah oui, ça. Quand il s'agit d'un riff, tu parles riff. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en me lançant dans la carrière aussi. Ça. Et مزيان. Et tu parles combien de langues depuis que tu travailles? Depuis que je travaille. Donc de base, moi, je maîtrise le français, le persan, l'anglais, le néerlandais. Donc ce sont des langues avec lesquelles je suis assez à l'aise et je peux entamer des discussions, des conversations. Je suis un peu moins à l'aise avec les langues que je vais citer maintenant, mais j'arrive à me débrouiller. Bon, voilà, c'est le roumain que j'ai appris un peu sur le tas. Et tu sais nous dire quelque chose en roumain, par exemple? Bon, on verra. Peut-être que YouTube traduira pour nous. Traduira, bien sûr. Buonasera, ce faci? Bine. Traduction? Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Ah, pas mal, avec l'accent et tout. Ah, on essaye. En fait, à force d'écouter les patients, on essaie de se créer en fait un modèle et on essaie de se dire, si on a par exemple 10, 15, 20 patients qui parlent comme ça, sûrement que c'est la façon de parler. Donc, indirectement, inévitablement, on adopte un peu cette façon de parler. Donc, j'essaie de... Même si je peux passer pour un gros touriste, mais sûrement que voilà, ça peut peut-être m'aider. Donc, le roumain, le turc aussi un petit peu. Et donc, bien entendu, le riff. Un petit peu maintenant, plus récemment, parce que je prends en charge de plus en plus de patients riff à domicile. Et donc, voilà, on essaie de se lancer. Ils sont tous broyés ou ils sont tous très gentils déjà, très très gentils et ils sont très accueillants, très chaleureux et costauds quand même. Ça tombe bien que tu dis ça parce que donc là tu as parlé du roumain, du turc, du rifin et il y a une quatrième langue que tu parles aussi. Quatrième langue, ou que tu apprends peut-être. Une quatrième langue, non, mais voilà, à part le riff, il y a l'arabe d'Elijah que j'essaie d'accompagner parce que parfois je suis obligé de retomber sur le pattes si des patientes peut-être parlent l'arabe, mais peut-être pas le français. Donc j'essaie à chaque fois quand je rentre chez une patiente ou un patient à domicile, parce qu'en cabinet c'est facile, il y a sûrement quelqu'un qui accompagne ou quoi, mais à la maison du patient, s'il est tout seul, la plupart du temps, j'essaie de faire un screening, voir comment est-ce que je vais me débrouiller. Lui, il parle, par exemple, je sais qu'il parle riff. Ok. Il a quel âge? Ok, d'accord, 90 ans. Je me dis, bon, le français, c'est peut-être pas... On va partir sur le riff. Si ça va pas, on va sur l'arabe d'Elijah. Sinon, j'appelle son fils ou son cousin. Et j'essaie de me débrouiller. Et on a c'est une bête question que je vais te poser, mais est-ce qu'en tant que kiné, on a le droit, justement, de parler la langue du patient avec eux quand on est en milieu hospitalier, par exemple? Alors, en milieu hospitalier, moi, j'ai passé que quelques mois. En tant qu'étudiant, j'étais pas kiné. Il y a toute une responsabilité, du coup, si on parle la langue du patient, parce qu'en fait, le patient va avoir toute une compréhension différente. Parce que nous, si par exemple je m'exprime avec un riff sur un traitement bien spécifique, je vais dire voilà, on va faire ça, et qu'il le comprend de travers parce que moi je me suis mal exprimé, ça va retomber sur moi. Le patient va faire totalement l'inverse. Il va pas aller mieux du tout. Il va m'engueuler. Et il va le dire au saut surtout, et donc là ça va retomber sur moi finalement. Donc, c'est plus facile en soins à domicile. Un soin à domicile, ça passe mieux. Il y a la famille, par exemple, si je prends une famille nombreuse, en général c'est le cas, j'ai toujours des petits-fils, des neveux qui vont peut-être me guider en disant non, c'est pas comme ça, ou alors il faut dire plutôt comme ça, ou alors ils comprennent, ils le traduisent différemment, comme ça comme ça passe mieux. Ça passe mieux, et ils comprennent mieux. Parce que sinon, voilà, je suis totalement perdu. C'est le début, donc j'essaie de me débrouiller au mieux. Et c'est vrai que quand on est à domicile et qu'on n'a pas tout le matériel avec nous, on est obligé d'utiliser vraiment d'avoir des bases de données, des mots quand même, des mots-clés sur lesquels on peut facilement retomber pour faire avancer le traitement. Ouais, et tu as des anecdotes comme ça, tu vois, un peu folles, tu vois, de pratique de kiné. Je sais qu'on en avait discuté un jour de ça, des anecdotes. J'en ai pas mal, oui, surtout... tu peux être intime avec moi aussi, c'est pas un problème. Ça va alors, c'est parti. Si c'est plus facile, vas-y. Non, d'accord. Lâche-toi. On te collera pas de procès, tu vois. Ça va, il n'y aura pas de suite. En fait, c'est surtout les patients qui... déjà des patients qui parlaient pas français. J'étais
c'était au tout début, quand j'essayais vraiment d'apprendre quelques mots, déjà, en plus d'apprendre, de développer mon métier, d'apprendre un peu des mots-clés, que ce soit en RIF, en roumain, en turc. Mais j'ai beaucoup commencé avec des patients RIF au début. Et donc, j'ai dû, à un moment donné, quand j'étais chez le patient, me confronter à la réalité du terrain et savoir qu'en fait, le peu que je connaissais, ça ne vaut pas grand-chose. Et donc, je me suis confronté parfois à des gros blancs. Et donc, je suis rentré une fois chez un patient âgé que tu connais sûrement très bien. Je ne dirai rien. Je suis rentré, j'ai commencé à dire quelques mots avec un grand sourire, voilà, parce que le sourire aussi, c'est important quand on rentre chez des personnes, chez des patients. Et notamment quand on voit des personnes âgées, pour vraiment apporter une bonne humeur et démarrer les rééducations comme ça. Je commence, je fais salam alaikum, kayf halak, kul shi mlih. Et en fait, j'ai tellement, je pense, bombardé le patient du peu que je connaissais que le patient m'a regardé comme ça. En fait, il y a eu un gros blanc gênant et la famille était à côté. Ils m'ont regardé. Et moi, j'ai regardé, j'ai fait. Ok. Après, j'ai dit en français ce que j'avais à dire et ils m'ont traduit. Et le patient, comme premier contact, le premier contact est super important, surtout chez des patients à domicile, surtout chez des personnes qui sont un peu méfiantes, qui nous voient arriver de loin comme ça, avec notre petite valise et notre petit air de touriste parfois. Ils nous voient arriver, ils sont méfiants, ils nous regardent un petit peu, et puis c'est là qu'ils commencent à nous parler directement et qu'ils nous enchaînent 3 phrases comme ça. Et par exemple, là, le patient que je vous dis, il m'a enchaîné 3 phrases et je l'ai regardé comme ça. J'ai fait, et là, t'es perdu. et alors qu'en fait, le patient est en train de me dire qu'il crevait de mal et qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il ne savait plus marcher, etc. Et alors, la famille m'a en fait dit ils m'ont d'abord regardé, ils ont fait. En fait, ce que mon papa a dit, c'est qu'il ne pouvait pas marcher, il ne dormait pas. Et donc, moi, j'étais là. Ok, d'accord, j'ai fait une bêtise. On commence bien. Et donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça que j'ai eues. Aussi, une patiente que j'ai eue récemment, ça c'était il y a quelques jours, une patiente à domicile, RIF aussi. Je pense qu'elle avait 70 et 80 ans. Elle était fort stressée, fort nerveuse. Et voilà, et donc le français, elle parlait le français, mais c'était quand même un peu compliqué parfois quand elle était énervée. Donc, elle parlait que RIF quasi. Et donc j'étais en train de traiter son genou, tranquillement, j'étais en train de faire mes mobilisations, essayer de venir récupérer en amplitude, parce que c'était une prothèse. Elle était fort douloureuse, donc j'essayais d'aller à mon aise, essayer de m'adapter à son rythme. Et là, à un moment donné, elle m'a lâché un cri de douleur, et elle avait une canne à côté. Elle m'a fait voyer, elle m'a pris la canne comme ça, et je me suis arrêté, je l'ai regardé. J'ai vu sa tête comme ça, et je me suis dit, mais franchement, je vais y passer quoi. Elle m'a regardé avec son air, et je me suis dit, soit elle, soit moi. Et du coup, moi, je me suis, par réflexe, j'ai fait. Et elle m'a regardé, elle a rigolé. Finalement, elle s'est juste foutue de moi, quoi. Après, elle m'a fait, oui, je rigole. Je rigole, je dis, ouais, mais t'es pas prêt, moi. Mais voilà, ça c'était des petits mots. Et puis bon, bien sûr, la plupart du temps, la famille est présente. On essaie d'avoir des moments où on est, comment dire, dans un local privé, on essaie de faire nos séances dans une intimité pour que la patiente aussi soit à l'aise. Mais parfois, quand la patiente est plus à l'aise, quand il y a la famille autour. Donc moi, je suis moins à l'aise du coup, mais bon, ce que le patient préfère, voilà, je vais essayer de me plier à son jeu, à ses préférences. Et donc là, parfois, des moments comme ça, où il y a toute la famille, et on a une canne comme ça qui est au-dessus de notre tête, et moi comme ça. Et le reste de la famille te regarde pas gêné de ce qui arrive. Soit ils sont gênés, soit ils se marrent bien. Donc, au final, la plupart du temps, ça s'est bien terminé. Chez le patient, avant que je t'ai dit aussi, c'est très bien terminé. On en retient des bons souvenirs. Mais généralement, le plus important pour eux, c'est d'être entendus. Et en fait, rien que de nous voir et le fait de discuter un petit peu et de faire même quelques mouvements qui paraissent peut-être très banals pour certains, ça peut jouer beaucoup sur leur... Alors en parlant de patients, des personnes âgées, des plus jeunes, des sportifs, tu peux nous en parler? Bien sûr. Donc moi, dans les cabinets où je travaille, j'ai un peu de tout. J'ai des patients qui ont... Les plus jeunes que j'ai, ce sont des adolescents, 13-14 ans, qui vont jusque... des personnes âgées qui sont vers 90 ans. Donc j'ai vraiment une large patientèle, de tous les âges. Mais au niveau des troubles que je prends en charge, c'est surtout des troubles musculo-squelettiques, quelques problèmes respiratoires aussi, mais
pas chez les enfants parce que je suis pas encore formé pour ça, mais beaucoup de cas, par exemple, de BPCO, de problèmes respiratoires, d'insuffisance respiratoire. Si on prend les autres domaines, des problèmes neurologiques, j'en prends parfois en charge. Mais on va dire que c'est plutôt des problèmes osteoarticulaires, musculo-squelettiques, des tendinites, des fractures, des luxations, des sportifs, j'en ai eu aussi pas mal, mais surtout quand j'étais étudiant dans les stages, dans des centres spécialisés où j'ai dû même une fois intégrer une équipe de rugby que j'ai suivie pendant un mois et demi. Beaucoup de crochetage, là. Ouais, je connais ça en tant que sportif, ouais. Ah oui, ça t'en as eu sûrement. Ouais, ça fait mal. Beaucoup c'est une espèce de crochet comme ça qui met sur la cuisse. Ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien, non. Après, ça dépend un petit peu. Nous, on faisait ça surtout après la session de course, tu vois. Ouais. C'était là, il arrive et il tire le muscle comme ça avec son crochet. Et je peux dire ça fait mal. Mais ça, à la base, c'est pas une technique qui est très, très douloureuse, mais ça dépend du praticien aussi. Et ça dépend aussi de ce qu'il veut chercher. Hein. Il veut peut-être chercher un effet. Il veut peut-être soit stimuler une région qui peut être sensible, ou alors certains ont déjà des idées reçues et ils sont déjà assez crispés, donc au final ça se rajoute aux douleurs entre guillemets qu'ils avaient avant, donc finalement c'est deux coups. Et on ne retire pas une bonne expérience. Bah, après je pense que ce que tu dis est vrai parce que en fait on entendait de la part des autres sportifs que justement le crochetage était douloureux, donc la première fois que tu y vas, effectivement t'as mal, mais c'est plus psychologique que réellement physique, tu vois. C'est quand tu vois le kiné arriver avec son crochet, en fait sa petite mallette qui l'ouvre. Il y a plein de crochets différents, de plein de tailles différentes. Alors quand tu le vois arriver avec ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va me faire ? En fait, c'est un petit peu le mécano de l'être humain, quoi. Il vient avec sa mallette, sa valise là, avec tous ses outils. D'huile et tout. Ouais, ça on l'a vu. Son tablier bleu, non ? Il reste blanc. Ça dépend. En milieu sportif, généralement, il a la tenue du club. Ça dépend, il peut être blanc, comme bleu, comme mauve. Moi, par exemple, quand j'étais en milieu sportif, j'avais vraiment la tenue, soit de la tenue du club, soit j'avais une tenue de sport. En fait, au plus passe-partout tu es, au mieux ça passe. Ils vont moins te voir comme le... Et ils viendront plus facilement chez toi. Ouais, aussi. Moi, j'ai connu des kinés qui venaient, tu sais, genre un petit peu en mode habillé classe. On allait moins chez eux quand ils ont changé de kiné. Et que le gars était tout le temps en training du club avec marqué kiné derrière dans le dos. Oui, ça, oui. Tout le monde allait directement chez lui, tu vois. Ouais. Ça crée une certaine proximité de le voir habillé comme ça. Proximité, parce qu'il y a moins ce côté où ils se disent mais c'est qui celui-là avec sa chemise et sa mallette, ses chaussures de ville et tout. Ils se disent mais il est kiné. Je sais pas, ils disent c'est qui. Moi j'étais tout le temps, du coup on m'a dit de mettre soit un t-shirt de mon école pour savoir que j'étais kiné, ou alors ils m'ont dit de me présenter simplement et c'est ce que j'ai fait. Et ça crée vraiment comme tu dis une proximité, on rentre dans la sphère du club et après c'est parti, le crochetage, les bandes, les bandes, les tapes, ça fait du bien ça, tu vois. Je me souviens avoir une grosse prestation, on va le voir, et tu mets le tape là 2-3 jours avant ta compète. T'es heureux d'y avoir été, tu vois. Ça a des effets psychologiques. Ah ouais, énorme. Et des fois, je me souviens, on avait un kiné qui nous disait, il y a un gars, il vient chaque fois me voir avant une compétition, mais il a jamais rien. Et juste le fait de lui mettre le tape, ça le rassure. Il a besoin de ça avant sa compétition. Oui, il y a toute cette... En fait, il y a aussi ce côté... par exemple, vous avez sûrement vu Michael Phelps, par exemple, qui est un nageur, un très bon nageur. Vous avez sûrement vu son image avec le tape qu'il avait sur l'épaule. En fait, ils ont mis simplement un tape à l'épaule. Après, je ne connais pas son histoire, mais étant donné que c'est un grand champion, qu'il est très connu, et que voilà, ils voient ça, ils se disent, franchement, ça a l'air d'être... ça a un côté aussi... visuel. D'un point de vue médiatique ça fait qu'il est bien entouré, tu vois. Bien entouré, En fait, c'est bien que tu en parles. Enfin, tu disais que le kiné, il n'exerce pas uniquement à l'hôpital ou en maison médicale ou à la maison. Il exerce aussi dans des milieux comme le sport, etc. Dans les clubs. Oui, moi, quand j'étais étudiant, j'étais dans un centre de réathlétisation à Kuckelberg, ça s'appelle le C2RK. J'étais là pendant un mois et demi. Où on avait vraiment tout type de patients sportifs qui venaient de tout sport différent, de tout âge différent. Et il y avait la salle était aménagée de manière spéciale pour ces patients-là. Donc c'était pas un petit local. C'était vraiment une grande salle de rééducation où on avait, par exemple, de toutes les machines. On avait vraiment
des chariots qu'on devait pousser, on avait vraiment des cordes qu'il fallait. On avait un peu de tout, quoi, vraiment pour que le patient, donc le sportif, soit dans son pour pas pour pas qu'il soit dépaysé en fait. En fait, qui viennent pas dans un local avec du parquet, un local classique qu'on voit en cabinet, hein, qui pour nous est normal et qui pour le patient n'est pas ce à quoi il avait inspiré au début. Et la kinésithérapie, de façon générale, je pense que ça doit être gratifiant pour toi d'être déjà arrivé au bout de tes études et d'exercer ce métier de tes rêves. Et y a-t-il des expériences avec des patients, tu vois, où tu exprimes leur gratitude, leur reconnaissance, qui t'ont marqué, tu dis « Ouais, c'est pour ça que je fais mon métier ». Alors oui, c'est arrivé surtout chez des patients à domicile qui étaient dans une situation difficile, où ils se retrouvaient parfois paralysés, c'était des paralysies parfois qui étaient assez handicapantes, surtout quand on sait que le patient qu'on va voir était très actif avant et qui finalement avec sa paralysie s'est retrouvé vraiment du jour au lendemain en chaise roulante ou quasi tout le temps chez lui. Quand en fait on passe, la famille le remarque, et plus on passe de temps avec le patient à faire avancer les choses, à le rassurer, à faire progresser sa rééducation, au plus voilà, le patient le remarque aussi et va petit à petit comprendre que voilà, en fait, la kiné, comme on lui avait dit avant, c'est pas quelque chose qui ne sert à rien, parce qu'on a souvent aussi des patients qui nous disent oui, j'ai déjà été chez kiné, mais ça sert à rien. J'ai entendu. Mal. Ouais, mais ça, on va en parler. Ou alors des patients qui disent oui, mais le kiné, par exemple, me faisait ce traitement-là, mais moi, je trouvais que ça servait à rien. Et donc, on est un petit peu, on a une responsabilité de se dire, ce patient-là, par exemple, si moi je fais pas ça, ou si je n'atteins pas ça, il va, entre guillemets, me mettre dans la case des autres kinés qu'il avait avant. Donc, il faut que je sois au-delà du lot, entre guillemets, je sorte du lot et que je propose un autre traitement qui soit un peu plus, qui fasse avancer. Et quand tu vois que le patient a avancé, c'est là où c'est gratifiant pour toi. Oui, c'est quand on voit, par exemple, que de cette situation, on arrive à cette situation qui n'est peut-être pas optimale comme on le veut, mais qui est déjà mieux que ce qu'il était avant et qui lui permet de faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Je vais essayer de faire une petite mise en situation. Je me mets dans la peau d'un patient. Alors, j'ai mal au dos, donc je prends la décision d'appeler mon médecin, mon kiné, et je lui explique la situation, je prends rendez-vous, etc. J'arrive chez toi. Tu commences par quoi en fait ? Mais quand je te vois... Après t'avoir expliqué mon mal, etc. Après avoir fait tout le... Après l'anamnèse. Après l'anamnèse. Voilà. On va passer à la partie testing et bilan pour que je vois un petit peu à quoi est dû ton mal de dos, voir un petit peu ce qu'il en est, venir évaluer voilà, ta mobilité, je vais venir évaluer debout, après assis, puis couché, voir un petit peu dans différentes positions comment ton dos réagit, comment ton dos supporte tout ça. Et je vais ensuite passer un testing un peu plus spécifique, articulaire, puis musculaire, puis neurologique. Voir à différents plans comment tu fonctionnes. Pour pouvoir après me dire, ok, Zinalabdine, il est comme ça. Si j'aurais fait par exemple chez Comel, ça aurait été différent comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, je me mets déjà dans ma tête, je me fais un tableau, je me dis, voilà, Zinalabdine, c'est ça, il bouge comme ça, il a tel problème, il a telle plainte. Et donc voilà, c'est sur ça que je vais me concentrer. Je vais beaucoup écouter tes plaintes. Les mots, en fait, tes mots vont être super importants pour moi. Si tu me parles de j'ai une douleur, c'est comme un coup de couteau, alors ça me lance dans la jambe, ça picote. Je vais moi réagir différemment. Si tu me dis j'ai un petit point ici, en fait, ça fait 2 jours, je vais voir ça différemment et je vais du coup entamer un traitement différent. D'accord. Est-ce que le kinésithérapeute prescrit des médicaments ? Est-ce qu'il a le droit de... Les kinés, à l'heure actuelle, ne peuvent pas prescrire de médicaments. Pour tout ça, on renvoie vers le médecin pour qu'il puisse faire le nécessaire. On n'a pas de droit de fournir une prescription pour aller prendre des anti-inflammatoires ou des antidouleurs. Mais on parle maintenant, récemment, que les kinés... On ne sait jamais ce que ça... Dans 25 ans, on aura une réponse. C'est que nous réserve le futur, mais ils disent que les kinés vont peut-être passer en première ligne, ce qui veut dire que le patient, comme n'importe qui, comme toi par exemple, qui ont mal au dos, au lieu de devoir passer chez le médecin, prendre un papier et venir chez moi après, pour avancer la rééducation et être traité au plus vite, dans le plus bref délai, ils vont peut-être pouvoir faire en sorte que tu puisses passer chez moi
pour que je puisse évaluer. Et donc, moi, après, te renvoyer chez le médecin s'il y a besoin. D'accord. Ok, Vous êtes souvent en contact avec le médecin traitant du patient Bien sûr, toujours. pour partager un petit peu l'état du patient. La plupart du temps, on a les coordonnées du médecin Mhm. et c'est son adresse. Si on a besoin de lui envoyer un papier, un mail ou même des résultats, on le fait via le mail ou ça m'est même déjà arrivé sur WhatsApp d'envoyer juste par WhatsApp. Si, en fonction de ce qu'on a. Mais je t'avoue que récemment, de plus en plus, quand on est occupé avec les patients, comme on a des journées plus longues, on a des patients qui sont un peu plus toutes les demi-heures ou quoi, parfois c'est difficile et on a des journées tellement longues parfois qu'on a moins le temps d'envoyer tout un rapport bien détaillé. Au début, moi, je le faisais, par exemple, j'envoyais des rapports au médecin pour expliquer, voilà, parce qu'on a moins de patients, on est plus motivé, c'est le début, on se dit, voilà, on va faire entre guillemets le bon kiné, voilà, j'ai pris tel patient, j'ai fait tel traitement, j'ai fait ci, voilà ce qu'il nous reste à faire. Et, au final, 2 ans après, on fait bon. 2 ans après, on fait plus grand chose. On est juste en contact. On pratique, c'est déjà bien. On pratique, c'est déjà ça. C'est déjà bien. On fait nos journées. Et de temps en temps, s'il y a besoin, voilà, écoutez, c'est souvent ce qui arrive, quoi. Eh ben, justement, en parlant de pratique, Sina, regarde, quand on a un travail de bureau, donc quand on est assis toute la journée, on a parfois des douleurs, tu vois. Et à la TV, on nous recommande certains gestes à faire, des étirements, etc. Et je voulais savoir si toi, tu n'avais pas quelques conseils à nous donner d'exercices qu'on pourrait faire pour justement anticiper certaines douleurs, par exemple au niveau de l'épaule. Au bureau, par exemple. Au bureau, par exemple. Pour les fonctionnaires en général. Pour les fonctionnaires en général, ouais. Ben, donc pour les travaux, enfin les métiers qui sont très bureaux, etc. Moi, ce que je regarde d'abord, c'est vraiment, voilà, par exemple, comme on a dit, hein, j'analyse vraiment la posture, je vais analyser vraiment comment on est, par exemple, dans une vie de fonctionnaire, du matin au soir, comment est-ce qu'on est censé être, quels sont les gestes qu'on fait, et je vais dire, tu m'as parlé de douleur au dos, ben, quel mouvement fait ton dos pendant ton travail? Par exemple, ton épaule, qu'est-ce qu'elle fait durant la journée? Est-ce qu'elle va plutôt manipuler une souris? Est-ce qu'elle va plutôt manipuler d'autres objets? Voilà, je vais peut-être regarder les gestes comme ça. Et au cas par cas, je vais dire, voilà, pour toi, je vais te prescrire tel exercice, je vais te demander de faire ça, que je vais adapter en fonction de ton ressenti. Je vais adapter en fonction de ce qu'il te faut, par exemple le nombre de répétitions, l'amplitude aussi qui est importante, que je vais moduler en fonction de ta douleur. Et au fur et à mesure, moi, ce que je fais en général, c'est que je suis très concentré sur la mobilité d'abord. Parce que quand on est comme ça toute la journée, le dos bouge pas beaucoup, la nuque bouge pas beaucoup. Et donc, en fait, on se retrouve très raide. La musculature va venir se tendre, être contracturée. Donc, ça va. Et tu fais quoi à ce moment-là, par exemple? Je vais analyser, en fait, d'où l'intérêt du testing. Je vais voir un petit peu jusqu'où le patient bouge. Par exemple, si j'ai un patient qui va venir tourner la tête comme ça va me dire beaucoup de choses. Ou alors, comme ça, il va être très raide dans tous les mouvements. Ou il va tourner le dos. Par exemple, je lui dis de tourner la tête, il va tourner peut-être comme ça. Donc, au final, il va faire aucun mouvement ici. Tous les mouvements vont dans le dos. Et donc, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui est... par exemple, Zénon Labeni va peut-être bouger la tête comme ça. Il va nous faire petits mouvements de dos. Toi, tu vas faire l'inverse. Donc, les traitements et l'ordre va être totalement différent. Donc, je vais m'axer sur différents points chez lui que chez toi. Ok, et tu trouves que c'est intéressant d'avoir un kinésithérapeute en entreprise? Dans ce type d'entreprise où tu es constamment derrière un PC Alors pour le kiné, c'est très bénéfique, bien sûr, parce qu'il aura des patients comme ça. Il va prendre telle personne en charge, puis il va aller chez toi, il va prendre tout le staff. Mais je pense que ça peut être positif, parce que le kiné va apporter tous ses conseils aussi. En dehors des exercices qu'il va donner, il va te apporter beaucoup de conseils pour que tu puisses vraiment au mieux faire ton travail, limiter les douleurs et être plus performant au fur et à mesure. Parce que dans certaines entreprises, tu as des profs de yoga, par exemple, tu vois. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise, on avait le lundi, je crois que c'était de 10h30 à 11h30, on avait 1 heure de yoga avec une collègue. Et voilà, on faisait plein d'exercices, justement, des étirements, une façon de respirer différente de celle à laquelle on était habitué. Et je trouvais ça intéressant. C'est pour ça ma question sur le kinésithérapeute en entreprise. Mais pour moi, je trouve que ça peut être très, très positif.
Et on peut en tirer que du bien. Les gens vont sentir la différence déjà aussi. Mais le seul problème, c'est qu'on aura sûrement beaucoup de demandes pour des massages, etc. Parce que c'est à ce à quoi on pense quand on prend un kiné. Oh, il va me faire un bon massage, ça va me faire du bien à 30 minutes posé sur le ventre. Mais c'est pas comme ça que ça marche effectivement, dans la réalité. Pour que le patient aille mieux sur le long terme, il faut du mouvement et vraiment les activités, vraiment ce qu'il fait au quotidien. Mais il faut associer une activité sportive quotidienne. Et voilà, quoi. Une bonne Est-ce que toi, tu as le temps de faire une activité physique quotidienne avec ton métier? Récemment moins, étant donné que maintenant, comme voilà, je suis maintenant marié depuis maintenant quelques mois. Félicitations. Merci, Chocolat, c'est gentil. Mes activités physiques ont légèrement diminué. Ouais, comme nous tous. tout le monde me comprend ici, voilà. Ça fait plaisir. Mais j'essaie de préserver ma forme au mieux, de faire des petits mots, même si je ne peux pas faire aller à la salle de sport ou à mon club pour m'entraîner. J'essaie de faire des mouvements quotidiens, des petites activités comme de la marche, ou alors faire un petit peu de course à pied, de pompage, de traction, enfin tout ce qui au final va stimuler un peu de la masse musculaire et les articulations. Alors moi, je me rappelle il y a quelques années, on n'avait pas trop confiance au fait d'aller chez le kiné, etc. Enfin, je me rappelle que quand le médecin traitant nous conseillait d'aller voir un kiné, par exemple, en tout cas nos communautés à nous, elle disait que voilà, ça servait à rien, etc. Ça va passer. Nos communautés, en fait, notre entourage, en tout cas. Ouais. Et j'ai l'impression que les choses, elles ont fortement évolué. Les gens, ils vont plus chez le kiné. Tu penses que c'est dû à quoi? Dû au fait que voilà, les gens comprennent un peu mieux le côté positif du kiné ou En fait, c'est surtout dû en fait à la publicité qu'on en fait, à l'image qu'on en retire. C'est grâce à des épisodes comme ceci. Ouais, voilà. Par exemple. Voilà, je présente, mais plus sérieusement, c'est par exemple tout ce qu'on va te. Par exemple, Komail va peut-être sortir de chez le kiné, il va pas être content, il va te dire oui, moi j'étais chez le kiné, moi j'avais tel problème, franchement, je suis pas content du tout. Ouais, c'est ça, je suis sorti avec un plus gros mal. Je suis sorti, j'ai plus mal, là, je bouge plus. Et là, tu vas dire en fait, ouais, le kiné, il va me faire mal, je vais être encore pire que bien, donc je vais peut-être pas y aller, et tu vas peut-être moins conseiller ça à tes amis, et donc au fait de bouche à oreille, ça va peut-être impacter le. Donc c'est peut-être une raison de compétence. Les kinésithérapeutes sont beaucoup plus compétents qu'auparavant, il y a quelques années. La kinésithérapie, c'est un domaine qui s'est développé récemment, donc ça fait quelques décennies vraiment qu'on commence de plus en plus à développer. Il y a eu vraiment ces dernières années une progression dans notre domaine au travers des formations, au travers de différents séminaires. On a beaucoup plus de kinés qui viennent en fait se former dans beaucoup de domaines, ce qui fait que en fait ils sont mieux formés, ils savent donner de meilleurs conseils, ils savent mieux te prendre en charge et donc mieux te traiter, et ce qui fait que toi tu vas donner une autre image et donc être plus satisfait, et ça va répondre à tes besoins. Ça, le plus important, c'est que la kiné réponde à tes besoins. Si tu vas chez le kiné en te disant voilà, le kiné il va moi j'attends du kiné qui me fasse ça, et qu'au final il fait autre chose, mais vraiment complètement d'autre opposé, tu vas te dire mais en fait c'est pas ce que je cherchais, donc tu vois pas l'utilité en fait. Ouais. Et donc comme on a beaucoup de séances en général, ils te prescrivent quelques séances, ça peut aller de 9 séances, 18 séances, pour des pathologies plus lourdes, 60 séances, voire même des séances à vie, ça arrive aussi. Ça. Si t'es pas content des premières séances, tu vas rarement continuer ton traitement, tu vas abandonner, ce qui va faire que tu vas au final laisser le kiné là-bas et avoir une mauvaise image, une mauvaise expérience. Écoute, Sina, un très grand merci pour cet échange. Avec grand plaisir. Merci on en a appris, on a appris énormément de choses sur la kinésithérapie. Grand plaisir. Écoute, Zina Avien, encore une fois, merci d'avoir été à mes côtés. Merci à toi, Komail. Et je voulais aussi remercier Sina. En tout cas, cet échange, il a été très instructif. Merci beaucoup. On n'hésitera pas à te réinviter, Inch'Allah, parce que pour une confrontation kiné-ergo. Ou alors kiné-ostéo. En général, les confrontations qu'on a récemment, c'est kiné et ostéopathe. Ah ouais. En fait, on a on a une petite. On va dire une dispute, mais on va dire c'est bon enfant, quand on se tape un petit peu dessus quand on est en formation, par exemple par rapport à quelques techniques ou par exemple quelques visions.
Voilà, on se chamaille bien, quoi. Bah écoute, on fera ça, Inch'Allah. Avec des exercices Ah ouais, bien Ah oui, on fera évidemment. des exercices en aussi, live, ouais. Il y aura Oh, pas non. de massage ou quoi. Non, c'est l'objectif, Non, en des fait. vrais C'est l'objectif. exercices, ouais, voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Bah écoute, un très grand merci à toutes les personnes qui nous suivent. Merci à vous. Continuez à liker et à partager les vidéos et à les commenter. Et puis un très grand merci à tous. Salam alaikum et à bientôt. Assalamu alaikum.